En décembre 1805, à la bataille d'Austerlitz, Napoléon Bonaparte, empereur des Français, remporte une victoire écrasante contre les forces conjointes de l'Autriche et de la Russie. Napoléon dominait désormais l'Europe, capable de distribuer le butin comme bon lui semblait. En février 1806, il envoie une armée dirigée par le maréchal Masséna pour renverser le roi de Naples, qui avait osé se ranger du côté de ses ennemis, et confie, à la place, son trône à son propre frère, Joseph. Un autre frère, Louis, fut nommé roi de Hollande. Ses alliés allemands, la Bavière et le Wurtemberg, furent élevés au rang de royaume. Tandis que Napoléon se faisait protecteur de la Confédération du Rhin, une nouvelle alliance d'États allemands qui fournirait 60 000 soldats à son armée. Conscient de cette nouvelle réalité, l'empereur François d'Autriche a officiellement dissous le Saint-Empire romain germanique, fondé par Charlemagne 1000 ans auparavant, mais désormais sans influence ni objectif. L'Autriche avait été humiliée. La France reste en guerre contre le Royaume-Uni, la Suède et la Russie. Mais à l'été 1806, tous les regards étaient tournés vers la Prusse. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, considérait Napoléon avec une profonde méfiance, était sur le point de rejoindre la coalition contre lui lorsque la nouvelle de sa désastreuse défaite à Austerlitz arriva. Il était fortement influencé par son épouse, la célèbre et populaire Reine Louise, qui détestait la France et Napoléon. Elle dirigeait l'influent parti de la guerre à la cour de Prusse. Les choses ont atteint leur paroxysme à propos de Hanovre, un État allemand qui avait appartenu au roi britannique George III, occupé par les Français, et donné par Napoléon à la Prusse, en compensation d'autres changements territoriaux. Les Prussiens apprenaient alors que Napoléon avait secrètement proposé de rendre Hanovre au Royaume-Uni en échange de la paix. Les conseillers de Frédéric le persuadèrent désormais que la guerre était la seule voie honorable. Mais la Prusse a alors commis une erreur stratégique fondamentale. Envoyer un ultimatum à Napoléon sans consulter ses nouveaux alliés de la 4e coalition. Leurs forces étaient trop loin pour aider la Prusse. Qui affronterait désormais la grande armée de Napoléon, avec pour seul soutien le petit État de Saxe? En 1806, l'armée prussienne avait une réputation redoutable, qui remontait à 50 ans du règne de Frédéric le Grand. Napoléon, étudiant en histoire, la considérait avec respect. Mais l'armée prussienne avait pu se reposer sur ses lauriers. Ses généraux étaient vieux, son travail d'état-major entravé par la bureaucratie et les rivalités personnelles, ses mouvements lourds et prévisibles. On pouvait cependant compter sur les soldats prussiens pour combattre avec fierté et détermination, tandis que la cavalerie prussienne était considérée comme l'une des meilleures d'Europe. En octobre 1806, Napoléon envahit la Saxe avec une armée de 166 000 hommes et 256 canons. Avançant en 3 colonnes, les Français traversèrent les forêts de montagne du Thüringer Wald, le long de routes soigneusement reconnues par les éclaireurs et les espions. Napoléon avait l'intention de menacer Leipzig et de forcer une bataille décisive avec l'armée prussienne, qu'il croyait proche de Gérard. Les Prussiens étaient en fait plus à l'ouest, se concentrant près d'Erfurt, sur la rive ouest de la Saale. Son commandant, le duc de Brunswick, avait espéré menacer le flanc de l'avancée de Napoléon. Mais, pris à contre-pied par la vitesse des Français, il ordonna alors une retraite vers le nord pour trouver une nouvelle ligne défensive. Le 10 octobre, à Saalfeld, le 5e corps du maréchal Lannes affronte une avant-garde prussienne commandée par le prince Louis-Frédéric, cousin du roi.
la force prussienne fut mise en déroute et le prince Louis lui-même fut tué au combat avec un quartier-maître du 12e hussards français. 3 jours plus tard, Lannes prit contact avec une importante force prussienne près d'Iéna et envoya des nouvelles à Napoléon. L'empereur français, croyant avoir retrouvé l'armée prussienne principale, donna rapidement l'ordre à son corps de se concentrer pour la bataille à Iéna. Le premier corps de Bernadotte et le 3e corps de Davout devaient traverser la Saale et tomber sur le flanc prussien par le nord. Mais Napoléon avait tort. Lannes faisait face à une arrière-garde prussienne forte de 35 000 hommes, commandée par le général Hohenlohe. La principale armée prussienne, composée de 52 000 hommes sous les ordres du duc de Brunswick, se trouvait plus au nord, se dirigeant directement sur le chemin du 3e corps de Davout. La bataille d'Iéna a débuté le 14 octobre à 6h30 dans un épais brouillard. Le 5e corps du maréchal Lannes avait déjà pris pied sur le plateau à l'ouest de la ville et du fleuve. Sa première tâche fut de repousser les Prussiens et de gagner de la place pour que le reste de l'armée française, arrivant d'heure en heure, puisse se déployer. Son infanterie ouvre la voie et de violents combats éclatent pour les villages de Cospeda, Clausewitz et Lützeroda. Pendant ce temps, le 7e corps d'Augereau avançait à travers un ravin et débouchait sur le plateau sur le flanc gauche de Lannes. Tandis que le 6e corps de Soult gravissait des chemins escarpés pour se former sur sa droite. Napoléon rejoint Lannes au centre du champ de bataille, organisant une batterie de 25 canons pour soutenir l'attaque de Vierzehnheiligen. Le village fut gagné, mais ensuite perdu face à une contre-attaque prussienne déterminée. Sur la droite, vers 10h, l'infanterie de Soult sécurise Clausewitz, mais est contre-attaquée sur son flanc droit, près de Rödigen. Une charge décisive de la cavalerie légère de Soult chassa les Prussiens, mettant en déroute leur infanterie et capturant 2 drapeaux ennemis. Alors que le 6e corps commençait à arriver sur le plateau, son commandant intrépide mais impétueux, le maréchal Ney, ignora les ordres et se lança dans les combats autour de Vierzehnheiligen, se retrouvant brièvement interrompu par une contre-attaque prussienne et devant être secouru par la cavalerie de la garde. Le général Hohenlohe s'attendait à tout moment à l'arrivée de 15 000 soldats supplémentaires sous les ordres du général Rüchel. Jusque-là, il est resté largement inactif, renforçant sa ligne et ordonnant des contre-attaques limitées. Mais il n'avait plus de temps. Napoléon avait commencé la journée avec seulement 25 000 hommes. À 12h30, un flux constant de renforts avait porté ses effectifs à 96 000 hommes. Alors que l'empereur passait devant la garde impériale, un jeune soldat, impatient d'être envoyé au combat, cria « En avant !» Napoléon s'arrêta et demandait qui avait parlé. Puis, réprimanda le soldat comme un jeune imberbe qui ne devrait pas offrir de conseils tant qu'il n'est pas, lui aussi, donné des ordres dans 30 batailles. Mais le moment était venu. Bien que la garde, à sa grande frustration, soit restée en réserve, les autres corps français reçurent l'ordre d'avancer dans une attaque générale. L'armée prussienne commença à céder du terrain. Elle garda d'abord sa discipline, puis se désintégra dans une déroute générale. La cavalerie de Murat fut lancée à sa poursuite, descendant et sabrant des centaines de Prussiens en fuite. Les 2 divisions du général Rüchel arrivèrent enfin au pire moment possible. Ils retardèrent brièvement l'avancée du 5e corps, mais furent bientôt débordés, brisés par des tirs de canon et chargés par les cuirassiers français.
Pendant ce temps, à 19 km au nord, près d'Auerstedt, le général Davout marchait vers le sud-ouest, espérant tomber sur l'aile gauche prussienne à Jena. Au lieu de cela, il rencontra la principale armée prussienne du duc de Brunswick, se dirigeant vers le nord pour prendre de nouvelles positions. Le 3e corps de Davout, 27 000 hommes et 48 canons, était sur le point de faire face à un rapport de 2 contre 1, tandis que le 1er corps de Bernadotte, qui avait pour ordre de soutenir Davout, était introuvable. Davout, surnommé le maréchal de fer, ne montre aucun signe d'inquiétude. Il forme sa première division en une ligne défensive centrée sur le village de Hausenhausen, son infanterie formant des carrés pour repousser une série de charges de cavalerie de l'avant-garde du général Blücher. Ces 2 autres divisions d'infanterie arrivèrent pour renforcer la ligne, tenant bon face aux attaques prussiennes répétées. Mais les mouvements prussiens étaient lents et mal coordonnés. Et ils n'utilisaient pas non plus leur avantage numérique pour tenter de déborder Davout. À un moment crucial, le duc de Brunswick reçut une balle dans les yeux, une blessure qui s'avéra mortelle. Le roi Frédéric Guillaume lui-même prit le commandement. Plusieurs unités prussiennes restèrent non engagées. Mais le roi, convaincu d'affronter le gros de l'armée française sous Napoléon, hésite. Vers 12h15, le maréchal Davout contre-attaque. L'armée prussienne fait demi-tour et s'enfuit. Davout avait remporté une victoire éclatante contre toute attente, mais au prix fort. Son corps subit 25% de pertes, 1 homme sur 4 tué ou blessé, tout en infligeant 2 fois plus de pertes aux Prussiens. Lorsque Napoléon apprit que le maréchal Davout avait engagé et vaincu la principale armée prussienne, il réagit d'abord avec incrédulité. Puis, fit l'éloge du maréchal de fer, lui attribuant plus tard le titre de duc d'Auerstedt. Le maréchal Bernadotte, en revanche, a failli être traduit en croix martial pour ne pas avoir soutenu Davout. L'armée de Napoléon entame une poursuite magistrale des Prussiens vaincus, ne leur laissant pas le temps de rassembler leurs forces. 2 semaines après les 2 batailles d'Iéna, les troupes de Napoléon, dirigées par l'héroïque 3e corps de Davout, entrèrent dans Berlin. Le lendemain, le général Hohenlohe se rendit à Prenzlau. À Lübeck, le général Blücher et 20 000 Prussiens furent chassés de la ville au cours de violents combats et contraints de se rendre. Tandis que 25 000 Prussiens, assiégés à Magdebourg, se rendaient au maréchal Ney. L'armée prussienne avait été dévastée par une guerre éclair napoléonienne. En seulement 33 jours, la Prusse avait perdu 20 000 soldats, 140 000 prisonniers, 800 canons et 250 étendards. C'était une humiliation que les fiers Prussiens comme le général Blücher n'oublieraient ni ne pardonneraient. Contrairement à la Saxe, le roi Frédéric Guillaume refusa de faire la paix avec Napoléon. Il a continué à tenir bon en Prusse orientale, faisant confiance aux armées russes qui approchaient pour sauver son royaume. Malgré une nouvelle victoire glorieuse de Napoléon et de la Grande Armée, la guerre n'est pas encore gagnée. Merci à la chaîne YouTube History Marche pour la création de la carte de bataille et des animations.